Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur la réintégration des travailleurs en incapacité de longue durée. Avant de commencer, j'ai quelques informations très pratiques à vous communiquer. D'abord, la présentation peut être téléchargée sur le côté droit sous les handouts. Après le webinaire, vous recevrez un certificat de GoToWebinar. Et si vous avez des questions pendant le webinaire, vous pouvez toujours les poser dans le chat. Et s'il nous reste assez de temps à la fin du webinaire, on va répondre à vos questions pendant le webinaire. Si jamais il n'y a pas de questions ou il y a trop de questions ou il ne nous reste pas assez de temps, on va quand même répondre à vos questions, mais ce sera alors par email. Moi, je m'appelle Evelyne Anker et aujourd'hui, je vais commencer à vous expliquer très brièvement le cadre législatif du trajet de réintégration. Puis, je vais donner la parole à mes deux collègues, Estelle Renard et Sakina, qui vont vous expliquer les nouvelles règles du trajet de réintégration en se basant sur quelques conseils très pratiques pour les employeurs. Et à la fin de la présentation, vous trouverez également un tableau, un schéma récapitulatif qui compare les anciennes règles du trajet de réintégration 1.0 avec les nouvelles règles ou les règles actuelles du trajet de réintégration 2.0. Comme vous le savez, voilà, ça c'est un peu la table des matières que je viens d'expliquer. Et alors, je vais commencer avec le cadre législatif. Comme vous le savez, une absence pour maladie de longue durée représente un coût énorme pour l'employeur, pour la société, pour la sécurité sociale et bien évidemment également pour le travailleur qui est en incapacité de travail pour une période de longue durée parce qu'elle conduit à une perte bien évidemment de revenus, également à une perte de contacts sociaux et souvent aussi à davantage de problèmes de santé. Plus l'incapacité dure et plus le retour du travail devient plus compliqué. Il est donc primordial pour les employeurs de donner toutes les chances aux travailleurs de se remettre au travail le plus vite possible. Et le législateur a bien compris cela en 2016, le moment où il a introduit les nouvelles règles sur le trajet de réintégration. Et en effet, parce que avant 2016, il n'y avait aucune règle spécifique en matière de réintégration. Et lorsque le législateur a introduit ce nouveau trajet en 2016, il a également dit qu'il fallait faire une évaluation, qu'il fallait procéder à une évaluation de ce trajet, de ces nouvelles règles au bout de 5 ans. Parce que là, il fallait bien savoir quelles sont les modifications qu'il faut faire. Et entre-temps, cette évaluation a eu lieu par différentes parties qui ont regardé la matière. Et par exemple, la Cour des comptes qui a fait l'évaluation, il y a aussi la SPF Emploi qui a fait l'évaluation et le Conseil national du travail. Et ils ont tous décidé qu'il fallait reformer le trajet de réintégration. Les points essentiels de cette réforme sont la simplification du trajet et plus particulièrement la simplification des décisions du médecin du travail. Parce qu'auparavant, il y en avait 5 et maintenant, il y en a 3, uniquement 3. Mais mes collègues vont encore expliquer cette simplification. Deuxièmement, ils ont aussi décidé de mettre l'accent beaucoup plus sur les capacités résiduaires des travailleurs. Et troisièmement, ils ont décidé sur la dissociation de la figure de la force majeure médicale du trajet de réintégration. Comme vous le savez, les nouvelles règles de réintégration sont entrées en vigueur en octobre 2022, mais il y avait une autre période d'entrée en vigueur pour la nouvelle procédure du force majeure, c'est-à-dire fin novembre 2022. Le législateur, il n'a pas uniquement introduit des nouvelles règles sur le trajet de réintégration, mais il a aussi décidé
d'implémenter des mesures pour responsabiliser les employeurs et pour les encourager de réduire le nombre de personnes qui sont en incapacité pour longue durée. Et qu'est-ce qu'il a introduit? Il a introduit la cotisation de responsabilisation pour les employeurs qui pourrait être due pour la première fois ce mois-ci, en avril 2023, je m'excuse, sur la base du flux d'entrée en invalidité enregistré durant les 4 trimestres de la période de référence en 2022. Alors, un employeur confronté à un taux très élevé d'incapacité, des personnes en incapacité, en invalidité plutôt, a alors tout intérêt à mettre en place une politique de réintégration collective. Et ma collègue Sakina va vous en parler plus tard. Une autre forme de responsabilisation a été également introduite pour les travailleurs. C'est-à-dire, c'est une forme d'une diminution, d'une réduction des indemnités en incapacité de travail pour les travailleurs au moment où ils ne coopèrent pas au trajet de retour au travail. Et il faut faire la distinction entre ce trajet-là, parce que ça, c'est un trajet auprès de la mutuelle et avec la coopération du médecin conseil de la mutuelle, vis-à-vis de l'autre trajet, le trajet de réintégration dans lequel joue un rôle très important le médecin conseil, le médecin de travail, je m'excuse. Voilà, avec ceci, j'ai donc expliqué brièvement le cadre législatif et je laisse maintenant la parole à ma collègue Estelle Renard qui va vous expliquer les points essentiels pour les employeurs. Merci Evelyne et à mon tour de vous souhaiter la bienvenue au webinaire de ce jour. Alors après vous avoir exposé un peu le cadre législatif et le pourquoi du comment de ce nouveau trajet de réintégration, je pense qu'il est important maintenant que nous voyions ensemble les points essentiels de ce trajet de réintégration pour l'employeur. Et vous voyez ici les 6 points que nous allons aborder ensemble. Je vais vous présenter les 3 premiers et ma collègue Sakina Yoshioka vous présentera les 3 suivants. À la fin, nous aurons un temps de questions-réponses. Alors, en ce qui concerne le premier point d'attention pour les employeurs, le premier point essentiel, c'est le fait de prendre des actions rapides et efficaces. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je m'explique. Comme Evelyne vous l'avait indiqué, une des raisons pour lesquelles on a voulu moderniser en fait le trajet de réintégration, c'est parce qu'on veut assurer un retour au travail des personnes en incapacité de travail, donc un retour maximal de ces personnes dans les meilleures conditions possibles. Et comment assurer un retour au travail? C'est entre autres en contactant les travailleurs en incapacité dans un délai relativement rapide, puisque des études ont montré qu'en moyenne, les personnes qui étaient en incapacité de travail pour une période qui dépassait les 3 mois n'avaient que 50% de chance de reprendre effectivement leur travail auprès de leur employeur actuel. Alors, qu'est-ce que le législateur a fait pour justement encourager cette reprise de travail le plus rapidement possible? Il a, dans le Code du bien-être au travail, par le nouvel arrêté royal qui a été adopté l'année passée, introduit une nouvelle obligation d'information. Alors, en quoi consiste cette obligation d'information? Il y a une première obligation qui pèse en fait sur l'employeur. En tant qu'employeur, à partir du moment où vous avez un travailleur qui est absent depuis au moins 4 semaines, vous devez en informer votre service externe, donc le conseiller en prévention médecin du travail, vous l'informez de cette absence. Et il y a une deuxième obligation qui repose alors sur le conseiller en prévention médecin du travail ou son personnel infirmier, c'est cette obligation de prendre contact avec le travailleur en incapacité, qui est en incapacité depuis au moins 4 semaines. Alors, quel est le but de cette prise de contact? Comme je vous l'avais dit, c'est on veut s'assurer et on veut s'assurer qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent reprendre le travail rapidement après une incapacité de travail. Donc, en fait, ce que le médecin du travail va indiquer au travailleur en question, c'est qu'il a la possibilité d'avoir une visite médicale de pré-reprise. Il va également lui indiquer qu'il est tout à fait possible d'entamer, s'il le souhaite, un trajet de réintégration. Il va également lui transmettre ses propres coordonnées et les coordonnées de son personnel infirmier pour permettre à ce travailleur, si à un moment il a le souhait
de faire cette visite médicale ou de démarrer lui-même un trajet de réintégration, mais d'avoir déjà les bons interlocuteurs auprès desquels, auxquels il peut s'adresser. C'est également le moment de signaler au travailleur que s'il devrait reprendre le chemin du travail, par exemple dans le cas d'un trajet de réintégration, des aménagements à son poste sont tout à fait possibles, ainsi qu'éventuellement une adaptation de son travail convenu, donc la fonction qu'il exécute en principe lorsqu'il n'est pas en incapacité de travail, mais qu'il est également possible éventuellement de lui trouver un autre travail au sein de l'entreprise chez son employeur. Alors, pour que ce contact puisse se faire, au moment où l'employeur va informer le conseiller en prévention médecin du travail de l'incapacité d'au moins 4 semaines d'un de ses travailleurs, il va transmettre les coordonnées de ce travailleur au médecin du travail pour qu'il puisse puisse remplir son obligation d'information et prendre ce contact. Alors, généralement, il faudra transmettre, par exemple, une adresse email, un numéro de téléphone. Le code lui-même ne prévoit pas vraiment comment cette prise de contact va se faire. On a pu lire sur les sites de certains services externes que le conseiller en prévention médecin du travail enverra éventuellement une lettre, enverra un email ou prendra un contact par téléphone. Et donc, à ce moment-là, quand vous transmettez les coordonnées du travailleur absent, c'est important que vous transmettez des coordonnées qui sont actualisées. Ne transmettez peut-être pas l'adresse email professionnelle ou le numéro de téléphone professionnel parce que là, le médecin, enfin le conseiller en prévention médecin du travail n'aura probablement pas beaucoup de succès lorsqu'il contactera le travailleur. Alors, ce qui est également important de noter, c'est que cette prise de contact, c'est purement informatif. C'est vraiment pour qu'on n'abandonne pas les travailleurs à leur sort et que dès le début de l'incapacité, donc dès finalement la période de salaire garanti dépassée, le travailleur ait un contact avec quelqu'un qui lui explique les possibilités de reprise. Et donc, comme c'est indiqué sur la présentation, ça n'est absolument pas un moment de contrôle. Le conseiller en prévention médecin du travail n'est pas le médecin contrôle que vous pourriez envoyer chez le travailleur pour vérifier son incapacité. Donc, en fait, le médecin du travail, donc le conseiller en prévention médecin du travail, quand il a ce contact avec le travailleur, il ne va pas commencer à vérifier la réalité de l'incapacité ni s'enquérir quant à la durée possible de cette incapacité. On parle vraiment d'un moment d'information du travailleur sur ses possibilités de reprise à court ou moyen terme de son travail. Donc ça, c'est la première action que vous devez prendre et qui est prévue maintenant par le Code du travail. Donc, c'est l'information du conseiller en prévention médecin du travail qui, à son tour, va lui prendre contact avec le travailleur pour lui expliquer un peu les tenants et les aboutissants, entre autres, du trajet de réintégration. Un deuxième délai qui est important et qui arrive aussi à courte échéance, c'est le délai à partir duquel, en fait, ou après lequel l'employeur peut demander à débuter un trajet de réintégration. Vous vous en souvenez peut-être, mais dans le cadre de l'ancien trajet de réintégration, ce qu'on appelle 1.0, l'employeur pouvait demander au conseiller en prévention médecin du travail de démarrer un trajet de réintégration à partir de 4 mois d'incapacité de travail. Aujourd'hui, c'est réduit à 3 mois. 3 mois pour justement essayer de faciliter cette réintégration et de mettre en œuvre les procédures le plus rapidement possible. Alors, il y a aussi d'autres changements. Donc, aujourd'hui, le conseiller en prévention médecin du travail va démarrer un trajet de réintégration à la demande de qui? À la demande du travailleur lui-même. Et le travailleur peut le demander, en fait, dès le premier mois, dès le premier jour d'incapacité. Donc, même s'il est encore dans la période couverte par le salaire garanti, il peut déjà à ce moment-là demander à ce qu'un trajet de réintégration soit lancé, soit démarré. Mais on peut aussi imaginer qu'un travailleur qui est absent depuis beaucoup plus longtemps, 1 an, 2 ans, pourrait également tout à fait demander à ce qu'un trajet de réintégration soit démarré. Le médecin traitant du travailleur peut également démarrer le trajet de réintégration moyennant l'accord du travailleur. Alors, deuxième personne qui peut introduire un trajet de réintégration, c'est l'employeur, comme je le disais, à partir de 3 mois d'incapacité ininterrompue. Qu'est-ce qu'on entend par incapacité ininterrompue? C'est-à-dire que même si dans cette période de 3 mois, le travailleur a repris le travail, s'il a fait une rechute dans les 14 jours de la reprise, on va considérer que la période n'est pas interrompue. Par contre, s'il est venu travailler 1 mois et qu'après, il est tombé de nouveau en incapacité, il y a un nouveau délai de 3 mois qui commence. Donc, l'employeur peut donc, après 3 mois d'incapacité ininterrompue, demander au conseiller en prévention médecin du travail de démarrer le trajet.
Il peut également le faire plus tôt. Il peut le faire plus tôt s'il reçoit un certificat médical du médecin traitant du travailleur qui l'informe que la personne est définitivement inapte à exécuter le travail convenu. Dans ce cas-là, il peut également plus tôt, avant les 3 mois par exemple, débuter ce trajet de réintégration. Précédemment, le médecin conseil de la mutuelle pouvait également faire la démarche auprès du conseiller en prévention médecin du travail pour débuter le trajet de réintégration. Aujourd'hui, cette possibilité n'existe plus, mais le médecin conseil de la mutuelle reste quand même un acteur du trajet de réintégration, dans le sens où, lorsque le conseiller en prévention médecin du travail débutera son analyse et une évaluation de la réintégration du travailleur, il peut se concerter avec l'accord du travailleur, avec le médecin conseil. Donc le médecin conseil, même s'il n'est plus un acteur actif du début et du démarrage du trajet de réintégration, peut quand même encore, dans la concertation globale, jouer un rôle. Nous avons également, depuis 2022, un nouvel acteur, si je puis dire, ou m'exprimer ainsi, dans le cadre de la réintégration du bien-être au travail. C'est le coordinateur trajet de retour au travail au niveau de la mutuelle. Lui ne peut pas non plus demander à ce qu'un trajet de réintégration soit démarré, mais il peut également intervenir dans la concertation avec le conseiller en prévention médecin du travail lorsqu'il s'agit d'évaluer la santé du travailleur et d'éventuellement proposer des adaptations ou des modalités pratiques pour l'employeur pour la reprise de travail du travailleur. Alors, une fois que l'un des acteurs a fait la demande auprès du conseiller en prévention médecin du travail de lancer ce trajet de réintégration, le trajet de réintégration commence dès le lendemain de la demande. Et donc, à ce moment-là, le code prévoit que le conseiller en prévention médecin du travail va inviter le travailleur en incapacité de travail à un examen en fait d'évaluation de la réintégration. Et le code prévoit que le conseiller en prévention médecin du travail et l'employeur doivent déployer tous les efforts pour que les invitations parviennent effectivement aux travailleurs. Alors, dans ce cadre-là, le code prévoit que le conseiller en prévention médecin du travail va envoyer 3 invitations maximum aux travailleurs pour l'inviter à un entretien d'évaluation. Et ces invitations doivent être envoyées à un intervalle de 14 jours calendrier. Alors, après 3 refus, donc si le conseiller en prévention médecin du travail envoie 3 invitations et le travailleur ne répond à aucune des invitations et ne vient à aucun des rendez-vous proposés, le trajet de réintégration s'arrête là. Et il n'y a pas d'autre suite, donc le trajet de réintégration s'arrête. Alors, à ce niveau-là, et par rapport à la deuxième action ou le deuxième point qui nous semble essentiel pour l'employeur, c'est, vous avez par exemple demandé à ce qu'on démarre un trajet de réintégration. Le conseiller en prévention médecin du travail a invité 3 fois le travailleur, il ne s'est pas présenté. Est-ce que vous devez prendre à votre niveau des actions contre ce travailleur? Est-ce que vous devez assurer le suivi finalement de ces invitations et du démarrage de ce trajet de réintégration? Alors, le fait qu'un travailleur ne réponde pas aux invitations, ne se présente pas aux entretiens, quelque part, c'est un refus de sa part de collaborer à ce trajet de réintégration. Et se pose bien évidemment la question, est-ce que, comme employeur, je dois éventuellement imposer des sanctions? Alors, il y a différentes raisons pour lesquelles un travailleur ne se présente pas. Il y a peut-être un cas de force majeur, la personne est peut-être à l'hôpital, mais nous pensons quand même, justement dans cette optique de bonne foi que le travailleur doit avoir dans la collaboration à ce trajet, qu'il serait quand même indiqué d'envoyer à chaque fois que le travailleur ne répond pas à une invitation, une mise en demeure au travailleur pour lui rappeler en fait ses obligations et le fait qu'il doit collaborer de bonne foi au trajet de réintégration. Ces lettres que vous allez envoyer permettent éventuellement au travailleur également d'expliquer pourquoi il n'a pas répondu aux invitations du conseiller en prévention médecin du travail et ça vous donnera peut-être plus d'indications sur la situation actuelle du travailleur et sur le fait de savoir si le démarrage d'un trajet de réintégration se justifie ou non, parce que la personne pourrait être hospitalisée pour l'instant, vous n'êtes pas au courant, mais à ce moment-là, ça n'a pas de sens d'essayer un trajet de réintégration et de réintégrer cette personne tant qu'elle est en traitement. Actuellement, et le code ne le prévoit pas, l'employeur n'est pas informé de l'envoi de ces invitations et l'employeur n'est pas non plus informé du refus du travailleur. Donc, c'est à la fin, une fois que le conseiller en prévention médecin du travail aura envoyé 3 invitations auxquelles le travailleur n'aura réservé aucune suite, que l'employeur va être informé de la fin du trajet de réintégration.
Et donc, il faudra voir avec votre service externe, si vous demandez à ce qu'un trajet de réintégration soit démarré, s'il n'y a pas moyen de mettre en œuvre un suivi. Donc, que vous soyez informé de la date d'envoi de l'invitation et de la réponse qui a été réservée à cette invitation par le travailleur ou non, pour alors éventuellement envoyer un avertissement. Une question qui nous a été posée également dans le cadre d'un autre séminaire que nous avons pu donner à ce sujet, c'est « mais peut-on éventuellement imposer même une sanction plus lourde qu'un simple avertissement? Serait-il éventuellement possible de licencier pour motif grave un travailleur qui, visiblement, ne se soucie guère de sa réintégration et ne réserve pas de suite aux invitations qui lui sont envoyées par le conseiller en prévention médecin du travail? Alors, je pense que là, on peut faire un parallèle avec le travailleur qui se soustrait au contrôle du médecin contrôle. Donc, le médecin que vous envoyez à domicile pour vérifier si la personne est effectivement incapable à travailler et la durée de son incapacité. Par le passé, on acceptait ou on pouvait admettre dans certains cas qu'un travailleur qui se soustrayait au contrôle pouvait être licencié pour motif grave à la condition qu'on démontre qu'il y avait une réelle intention, une réelle volonté de se soustraire à ce contrôle. Depuis 2014, il y a une sanction spécifique qui est prévue dans la loi sur les contrats de travail. Donc, le travailleur qui se soustrait au contrôle perd en fait son droit au salaire garanti. Donc, dans la mesure où il y a une sanction qui est prévue, probablement que le motif grave ne sera plus accepté dans ce cas-ci. Dans le code du bien-être au travail, il n'y a aucune sanction qui est prévue pour le travailleur qui ne réserve pas de suite aux invitations du conseiller en prévention médecin du travail, donc qui ne coopère pas au trajet de réintégration. Donc, on pourrait peut-être admettre que dans certains cas, un licenciement pour motif grave serait possible, mais ça nous semble quand même extrême. C'est la dernière des sanctions et elle devrait être vraiment imposée si on a vraiment la certitude qu'il y a quelque part une intention de se soustraire, de la personne qui est sciemment soustraite à ce trajet de réintégration, à refuser de collaborer à ce trajet de réintégration parce qu'en fait, elle ne souhaite pas retourner au travail. Mais je pense que c'est bien que l'employeur assure un suivi, que vous renseignez auprès du conseiller en prévention médecin du travail où est-ce qu'on en est dans les invitations, est-ce que le travailleur collabore ou non, et éventuellement alors là que vous envoyez une lettre pour lui demander quid, pourquoi n'as-tu pas réservé de suite à ces invitations, est-ce qu'il y a un problème, est-ce que tu n'es pas en mesure pour l'instant de commencer ce trajet de réintégration, mais le licenciement pour motif grave, à mon avis, ne sera pas accepté dans ce cas-là. Alors, ce qui est important avant d'imposer de toute façon une sanction, si vous désirez imposer une sanction, c'est de vérifier votre règlement de travail puisque toutes les sanctions imposées doivent y figurer. Alors, on va en venir en fait au trajet de réintégration proprement parler. Donc, une fois qu'il a été démarré, ce qui se passe par la suite et ce que ça a comme impact sur votre organisation du travail et également les délais qui sont applicables en la matière, parce que ce sont des délais qui sont plus ou moins courts. Comme employeur, vous avez certains délais que vous devez respecter et donc c'est très important de bien connaître ces délais et de bien connaître ses obligations en tant qu'employeur dans le cadre du trajet de réintégration. Alors, comme évoqué au départ par Evelyne, le but dans le cadre de ce trajet de réintégration 2.0, c'était de simplifier en fait le trajet de réintégration. Et donc, on est passé de 5 décisions à 3 décisions. Donc, précédemment, le conseiller en prévention médecin du travail pouvait prendre 5 décisions. Aujourd'hui, il ne peut en prendre plus que 3. Et quand on voit ces nouvelles décisions qui sont donc dans le tableau qui figure sur le slide, on met vraiment l'accent dans ces nouvelles décisions qui peuvent être prises dans le cadre du trajet 2.0 sur une reprise du travail, sur un travail adapté, sur un autre travail, sur des aménagements raisonnables. Alors, je vais plus revenir en détail sur les 5 décisions qui étaient applicables avant parce qu'elles ne le sont plus aujourd'hui et ça n'a pas de sens et ça risque de prêter à confusion. Et donc, j'exposerai seulement les 3 nouvelles décisions qui peuvent être prises aujourd'hui par le conseiller en prévention médecin du travail. Donc, comme je vous l'indiquais, le lendemain de la demande de démarrage du trajet de réintégration, le conseiller en prévention va commencer son évaluation. Il va inviter le travailleur à un entretien. Il va l'examiner. Il va voir quel type d'incapacité est-ce qu'il a. Est-ce qu'il a une incapacité qui est définitive? Est-ce qu'il a une incapacité temporaire? Quels pourraient être les aménagements qui s'appliquent à sa situation? Est-ce qu'il est possible de faire un autre travail ou éventuellement un travail adapté? Il peut également, dans le cadre de cet examen, avec l'accord du travailleur, se concerter avec différents acteurs. Ainsi, il peut prendre contact avec le médecin traitant, éventuellement un médecin spécialisé si la personne est atteinte d'une maladie spécifique
qui nécessiterait un échange d'informations entre le médecin du travail et ce médecin traitant, ce médecin spécialisé. Le conseiller en prévention médecin du travail peut également prendre contact avec le médecin conseil, il peut prendre contact avec le coordinateur de retour au travail, mais il peut également prendre contact avec d'autres conseillers en prévention au niveau de l'entreprise pour essayer de bien comprendre la situation du travailleur, mais également la situation dans l'entreprise. Et donc, à cet effet, il fera également un examen du poste de travail du travailleur, puisque dans l'évaluation qu'il va devoir faire, il va devoir faire des recommandations. Et forcément, pour pouvoir faire ces recommandations, il doit connaître la réalité du terrain pour le travailleur. Alors, parmi les décisions que le conseiller en prévention médecin du travail peut prendre, il y en a donc 3. Il y a la décision A, donc il peut tout à fait décider après avoir vu le travailleur que l'incapacité de travail est simplement temporaire pour le travail convenu. Donc à terme, il pourra reprendre le travail convenu, mais dans l'intervalle, l'employeur devra soit mettre en place des aménagements raisonnables, soit proposer le même travail mais avec certaines adaptations, soit proposer un autre travail. La deuxième décision que le conseiller en prévention médecin du travail peut prendre, c'est que la personne est définitivement inapte à exécuter le travail convenu, mais elle pourrait faire un autre travail ou elle pourrait faire le même travail mais avec certaines adaptations ou elle pourrait également bénéficier d'aménagements raisonnables. Vous le voyez ici sur le slide, on parle dans l'ensemble du marché de l'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, si vous avez une personne qui est définitivement inapte, mais Sakina vous en parlera encore par la suite, et que l'employeur doit alors préparer un plan de réintégration, il est possible qu'il en vienne à la conclusion qu'on ne peut rien proposer en fait à cette personne dans l'entreprise, dans quel cas le médecin conseil à la mutuelle peut rechercher un travail pour ce travailleur dans l'ensemble du marché du travail et également auprès d'autres employeurs. Et la dernière décision finalement qui peut être prise, c'est que l'évaluation est impossible. L'évaluation est impossible pour des raisons médicales, donc notamment parce que à ce stade, le conseiller en prévention médecin du travail ne peut pas se prononcer sur le caractère temporaire et définitif de l'incapacité, peut-être parce que c'est trop tôt, peut-être également parce que la personne doit encore suivre un traitement qui va avoir un impact sur son incapacité. Et donc, dans ces conditions-là, ça n'a pas vraiment de sens de s'exprimer, ça n'est pas possible. Alors là, ça met fin au trajet de réintégration. Alors, en ce qui concerne le délai, comme je le disais, le trajet démarre le lendemain de la demande et à partir de ce jour-là, le conseiller en prévention médecin du travail a 49 jours calendrier pour transmettre son formulaire dans lequel il va indiquer est-ce qu'on est dans le cas d'une décision A, B ou C à l'employeur et au travailleur. Et donc, le mieux, c'est qu'il commence bien évidemment au plus tôt puisqu'il doit entendre le travailleur, il doit éventuellement se concerter avec d'autres acteurs et il doit également faire un examen du poste de travail. Et donc, toute cette concertation peut prendre du temps, mais en principe, il doit respecter la règle des 49 jours. Par rapport donc au timing et ce qui change aussi avec les nouvelles dispositions qui ont été introduites dans le code, c'est qu'on voit de manière générale que certains délais ont été raccourcis, certains délais ont été rallongés et aujourd'hui, à la demande des partenaires sociaux, les délais sont exprimés en jours calendrier et non plus en jours ouvrables. Alors, vous vous souvenez peut-être, dans le cadre de l'ancien trajet de réintégration, le travailleur pouvait introduire un recours contre la décision du conseiller en prévention, excusez-moi, médecin du travail, et ce recours devait être introduit dans les 7 jours. Alors aujourd'hui, ce délai a été allongé et le recours n'est possible que contre une décision B. Donc, lorsque les différentes parties, après l'évaluation, après l'examen, reçoivent le formulaire et le travailleur reçoit un formulaire où il est indiqué qu'il est définitivement inapte, la décision B, à effectuer le travail convenu, il peut introduire dans les 21 jours de la réception de ce document un recours auprès du médecin conseiller, enfin inspecteur social, pardon, auprès du contrôle du bien-être contre cette décision et cet inspecteur-là devra se prononcer dans les 42 jours sur le recours est-il fondé ou non. Donc ça, c'est un premier délai. Un deuxième délai qui est très important pour vous, c'est en tant qu'employeur, une fois que vous recevez le formulaire d'évaluation, que ce soit A ou que ce soit B, enfin quand c'est A ou B, quand c'est C, tout prend fin et vous ne devez plus rien faire. Par contre, quand c'est A, une décision A ou une décision B, vous avez en tant qu'employeur l'obligation de commencer l'élaboration d'un plan de réintégration.
vous devrez en tant qu'employeur sérieusement analyser les possibilités de réintégration pour le travailleur et prendre en compte les recommandations qui ont été formulées par le conseiller en prévention médecin du travail dans le formulaire qui vous aura été remis. Alors, des délais différents s'appliquent pour vous en fonction du type de la décision. Si on est dans le cadre d'une décision A, vous avez, à partir du moment où vous recevez le formulaire, enfin, le délai commence à courir le lendemain de la réception du formulaire, vous avez 63 jours calendrier pour élaborer ce plan. Et 63 jours, ça peut paraître long, mais en fait, c'est plutôt court parce que n'oubliez pas, dans le cadre de l'élaboration du plan, vous devez faire une concertation avec le travailleur, une concertation avec le conseiller en prévention médecin du travail, avec éventuellement aussi, si vous le souhaitez, d'autres conseillers en prévention. Par exemple, celui qui est spécialisé en troubles musculo-squelettiques, s'il s'avère que son intervention pourrait être nécessaire, ou avec le coordinateur retour au travail de la mutuelle. Donc, il faut une réelle concertation pour l'élaboration de ce plan et ça peut prendre du temps. Si vous recevez un formulaire dans lequel il est indiqué que le conseiller en prévention médecin du travail a pris une décision B, vous avez 6 mois pour préparer ce plan. Pourquoi 6 mois? Parce qu'en fait, avant de pouvoir commencer la concertation, vous devez attendre que le délai de recours de 21 jours soit écoulé et éventuellement encore, si le recours a effectivement été introduit, la décision du médecin inspecteur social auprès de la direction contrôle du bien-être au travail. Et donc, on prévoit également un délai plus long parce que forcément, si on est face à une inaptitude définitive, ça va être aussi peut-être plus compliqué pour l'employeur d'essayer de trouver un autre travail ou un travail adapté au sein de l'entreprise. On a parlé des délais, donc soit vous avez fait votre plan en 63 jours, soit vous l'avez fait en 6 mois. Vous devez ensuite, à l'issue de ce délai, l'envoyer au travailleur. Et le travailleur a alors 14 jours calendrier pour soit notifier son accord avec le plan, donc il devra le signer et vous le renvoyer signé, soit le refuser, dans quel cas il devra indiquer sur le plan la motivation de son refus. Si après 14 jours, vous n'avez toujours rien entendu de la part du travailleur, le code prévoit que vous devez lui adresser un rappel. Et ensuite, si vous n'avez toujours rien entendu après ce rappel, on va considérer que son silence équivaut à un refus. Et donc là, le trajet de réintégration se termine également. Il n'y a pas de réponse de la part du travailleur. Alors, j'en termine avant de laisser céder la parole à ma collègue Sakina sur le contenu de ce plan. Donc, on est passé par tout le trajet de réintégration. Vous avez une décision A, vous avez une décision B. Vous savez maintenant, oui, je vais devoir commencer à élaborer un plan sur la base des recommandations du conseiller en prévention médecin du travail. Se pose maintenant la question du contenu de ce plan. Et le code nous indique que ce plan doit contenir au moins une des mesures suivantes. Donc, si, par exemple, vous avez une personne qui a un handicap et qui a besoin d'une chaise roulante, vous pourriez éventuellement prévoir dans ce plan un aménagement raisonnable au poste de travail, une adaptation des équipements, des machines. Soit vous avez une recommandation du conseiller en prévention médecin du travail de proposer un travail adapté. En fait, c'est le même travail que celui initialement convenu, mais adapté. Ça peut être adapté dans les tâches, la répartition des tâches, le volume de travail, les horaires. On peut tout à fait prévoir une reprise progressive. La personne reprend à 50%, puis 75%. On peut également prévoir un tout autre travail. Donc, ça n'est ni un aménagement raisonnable, ni le travail qui était convenu mais adapté, mais un tout autre travail. Et là également, il faudra préciser le contenu, les tâches et le volume et les horaires. Vous pouvez également prévoir de proposer une formation. Si vous proposez un travail adapté ou un autre travail au travailleur, forcément, il n'a peut-être pas les compétences pour exécuter ce travail. Et donc là, vous devrez prévoir une formation que vous allez offrir aux travailleurs. Et puis, il faut également indiquer dans le plan la période de validité de celui-ci. La loi ne prévoit, enfin le code ne prévoit rien par rapport à ça, mais il est quand même clair que tout ça n'est que temporaire, puisque l'optique, c'est un moment de réintégrer le travailleur complètement et de ne plus appliquer les mesures temporaires du plan de réintégration. On peut se demander, en cas d'incapacité définitive, quid, quelle est la durée de ce plan? Je pense qu'on pourrait tout à fait prévoir un plan de 6 mois, par exemple, pour voir si l'autre travail ou les aménagements que vous avez proposés conviennent aux travailleurs, mais à un moment quand même, le plan ne s'appliquera plus et alors il faudra éventuellement prévoir une annexe au contrat de travail pour mettre sur papier les nouveaux horaires, les nouvelles tâches et donc clarifier la situation du travailleur. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. On se reverra peut-être lors du moment questions-réponses
Et je cède maintenant, comme je disais, la parole à ma collègue Sassina. Bonjour à tous. Je vais donc poursuivre le séminaire et aborder la question de la justification des cas de non-réintégration. Alors, comme ma collègue Estelle Renard vous a expliqué, l'employeur a l'obligation d'examiner les possibilités concrètes de travail adapté ou d'adaptation du poste de travail et d'établir un plan de réintégration qui soit adapté au travailleur, à la santé et au potentiel du travailleur qui est concerné par la réintégration. Alors, dans le cas où l'employeur se rendrait compte à l'issue de cet examen qu'il ne peut pas établir de plan de réintégration, il doit rendre un rapport motivé. Alors, ce rapport motivé, il doit à tout le moins indiquer pourquoi, pour des raisons techniques et objectives, il n'est pas possible d'établir un tel plan de réintégration. Et il doit également indiquer les motifs fondés pour lesquels l'employeur considère qu'il n'y a pas lieu d'exiger le plan de réintégration. Alors, ce rapport motivé, il ne peut pas être établi à la légère, à la va-vite. Le code prévoit que l'employeur qui rend un tel rapport motivé doit pouvoir démontrer qu'il a sérieusement recherché les possibilités d'adaptation du poste de travail ou la possibilité de proposer un travail adapté aux travailleurs. Alors, ce rapport motivé, il doit être transmis aux travailleurs et aux médecins du travail en déant les mêmes délais que le plan de réintégration, à savoir 63 jours ou 6 mois à partir du lendemain de la réception de la décision du médecin du travail, en fonction donc de la décision qui aura été prise par le médecin du travail. Alors, dans le cadre de cet examen des possibilités concrètes de travail adapté, l'employeur doit également tenir compte du droit à des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées. Alors, ces aménagements raisonnables, ils sont définis à l'article 4.12 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination. Alors, que dit cette loi par rapport à ces aménagements raisonnables? La loi dit que ces aménagements raisonnables sont les mesures appropriées prises en fonction des besoins dans une situation concrète pour permettre à une personne handicapée d'accéder, de participer et progresser dans les domaines pour lesquels cette loi est d'application, sauf si ces mesures imposent à l'égard de la personne, donc ici l'employeur, qui doit les adopter, une charge disproportionnée. Alors, par rapport à cette charge disproportionnée, la loi nous dit également que cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existantes dans le cadre de la politique publique menée concernant les personnes handicapées. Alors, il est important ici de noter que la mise en place des aménagements raisonnables est un point que l'employeur doit garder bien évidemment en tête. La loi du 10 mai 2007 considère d'ailleurs que le refus de mettre en place des aménagements raisonnables en faveur d'une personne handicapée constitue une forme de discrimination interdite au même titre que la discrimination directe ou encore la discrimination indirecte. Alors, la notion d'aménagement raisonnable est bien évidemment difficile à évaluer et il est difficile d'établir une liste d'aménagements qui sera considérée comme étant raisonnable ou pas. Et à ce titre, un protocole a été conclu le 19 juillet 2007 entre l'État fédéral, les régions, les communautés, la COCOM et la COCOF concernant les mesures pour les personnes en situation de handicap. Alors, ce protocole de 2017, il va reprendre une liste
liste exemplative d'indicateurs qui vont être pris en considération pour évaluer le caractère raisonnable des aménagements. Donc, on va retrouver dans cette liste l'impact financier que représente la mise en place de ces aménagements raisonnables compte tenu des mesures de soutien qui sont disponibles, donc à savoir notamment les subsides qui sont octroyés par l'État par rapport à l'emploi de ces personnes en situation de handicap, l'impact organisationnel que peuvent avoir ces aménagements raisonnables, la fréquence et la durée de la mise en place de ces aménagements, l'impact sur la qualité de vie de la personne handicapée, mais également sur l'environnement et les autres personnes de ces aménagements, ou encore l'absence d'alternatives équivalentes. Alors, c'est une liste qui se veut exemplative et donc il y a d'autres éléments qui peuvent également être pris en considération pour évaluer le caractère raisonnable de ces aménagements. Alors, il est toujours difficile pour l'employeur de savoir jusqu'où est-ce qu'il faut aller pour respecter cette obligation de mettre en place les aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap. Et donc, il faut que l'employeur, dans le rapport motivé qu'il va établir, comme je l'ai expliqué précédemment, il est important pour l'employeur de se référer à ces indicateurs qui sont contenus dans le protocole de 2007. Et il y a bien évidemment des mesures qui peuvent être mises en place de manière assez logique. Donc, par exemple, prévoir l'accès au lieu de travail pour les chaises roulantes ou aménager le poste de travail pour essayer de faciliter l'accès aux différents outils pour les personnes en situation de handicap, etc. Mais bien évidemment, il y a des cas qui sont plus compliqués et qui sont plus controversés dans la jurisprudence et c'est notamment le cas de la question de savoir si, dans le cadre de la mise en place de ces aménagements raisonnables, l'employeur doit ou non rechercher un emploi alternatif pour les personnes en situation de handicap. Alors, je vais maintenant passer au cinquième point, qui est la question de la politique de réintégration collective. Alors, pour la mise en place d'un plan de réintégration individualisé pour chacun des travailleurs, il est important de réfléchir déjà d'emblée, en concertation avec le CPPT, des éventuelles possibilités d'aménagement au niveau collectif qui peuvent être mises en place dans le cadre des réintégrations des travailleurs. Et donc, on va avoir une concertation qui va être faite avec le comité, enfin le CPPT, pour discuter des possibilités au niveau collectif du travail adapté, d'un autre travail ou des adaptations du poste de travail qui sont envisageables dans chacun des cas de réintégration. Et ces discussions vont aboutir à ce qu'on appelle un cadre collectif de réintégration. Alors, l'arrêté royal du 11 septembre 2022 va insister sur la nécessité de la concertation entre l'employeur, le conseiller en prévention médecin du travail et le CPPT par rapport à cette politique de réintégration collective. Alors, le code désormais prévoit, en plus de l'obligation de l'employeur de consulter régulièrement le CPPT concernant les possibilités au niveau collectif des mesures d'aménagement de postes de travail, etc. Une obligation pour le médecin du travail de fournir à l'employeur et au CPPT de manière annuelle un rapport qui reprend des informations tant qualitatives que quantitatives par rapport à différents points. Alors, ces points concernant les consultations spontanées, les adaptations des postes de travail, la reprise du travail après une maladie ou un accident, etc. Et donc, c'est un rapport qui va être établi par le médecin du travail et qui va être fourni annuellement à l'employeur et au CPPT. En plus de ce rapport établi par le médecin du travail, le code prévoit également que l'employeur doit établir un rapport et le transmettre au CPPT, ce rapport comprenant des éléments globalisés et anonymisés de différentes choses et reprenant notamment les mesures qui ont été entreprises par l'employeur en vue de rechercher les possibilités d'adaptation de postes
ou de travail adapté. Il doit également indiquer les raisons pour lesquelles l'employeur aurait considéré qu'il était impossible d'élaborer un plan de réintégration en raison de motifs fondés ou de raisons objectives et techniques. Le rapport doit également contenir les raisons pour lesquelles un travailleur aurait refusé un plan de réintégration proposé par son employeur. Alors, au niveau de ce rapport, il est très important d'insister sur le fait que le code prévoit que les éléments doivent être globalisés et anonymisés de sorte à ne pas permettre l'identification personnelle et individuelle des travailleurs qui sont concernés par ces éléments. Et c'est bien évidemment un élément qui va devoir être considéré plus spécifiquement pour les entreprises de plus petite envergure dans lesquelles il est souvent plus difficile de garder ou de conserver l'anonymat des travailleurs. Alors, au niveau de la politique de réintégration collective, cette politique va devoir être réévaluée et réadaptée le cas échéant de manière régulière. Le code prévoit que cela doit être fait au moins une fois par an. Et donc, pour réévaluer cette politique de réintégration collective, on va prendre en considération les rapports qui auront été fournis par l'employeur ou encore le médecin du travail. Alors, le sixième point que nous voulions aborder dans le cadre de ce webinaire concerne la nouvelle procédure au niveau de la force majeure médicale, ainsi que la dispense qui a été introduite pour les travailleurs de produire des certificats médicaux. Alors, au niveau de la nouvelle procédure qui a été introduite pour la force majeure médicale, il y a une réelle dissociation en fait qui a été introduite par la loi du 30 octobre 2022 entre la force majeure médicale et le trajet de réintégration. Alors, on va revenir sur l'ancien texte de l'article 34 de la loi concernant le contrat de travail qui régit la matière de la force majeure médicale. Alors, dans l'ancien texte, on constate que cet article fait expressément référence au trajet de réintégration et donc il dit que l'incapacité de travail qui empêche définitivement le travailleur d'effectuer le travail convenu peut seulement mettre fin au contrat de travail pour cause de force majeure après que le trajet de réintégration ait pris fin. Et donc, les conditions pour pouvoir constater la rupture du contrat de travail pour force majeure médicale étaient les suivantes. Le travailleur devait être définitivement inapte au travail convenu et le trajet de réintégration devait être terminé. Alors, au niveau de la nouvelle version de l'article 34 de la loi relative au contrat de travail qui a été introduite par la loi du 30 octobre 2022, on a une réelle dissociation qui est faite entre la procédure relative à la force majeure médicale et la procédure du trajet de réintégration. Le code prévoit désormais donc une procédure spécifique concernant la force majeure médicale. Alors, l'article 34 que nous reprenons ici sur le slide indique que l'incapacité de travail qui empêche définitivement le travailleur d'effectuer le travail convenu peut seulement mettre fin au contrat de travail pour cause de force majeure après que la procédure déterminée au paragraphe 2 a été suivie. Alors, ce paragraphe 2 de l'article 34 fait en réalité référence à une procédure spéciale qui est reprise dans le Code du bien-être au travail, à savoir une procédure qui est prévue au livre 1, titre 4, chapitre 6, section 3 du Code du bien-être au travail. Alors, avec l'introduction de cette modification, la rupture du contrat de travail pour cause de force majeure pourra être constatée si le travailleur est définitivement inapte au travail convenu, donc s'il a fait l'objet d'une nouvelle décision B,
de la part du médecin du travail et si la procédure spéciale relative à la force majeure médicale a été suivie. Alors, qu'est-ce que le code prévoit au niveau de cette procédure spéciale pour la force majeure médicale? Alors, cette force majeure médicale doit faire l'objet d'une procédure spéciale qui peut être démarrée pour les travailleurs qui sont en incapacité ininterrompue pendant une période d'au moins 9 mois. Donc, c'est quand même une période assez longue. Alors, la loi précise que si le travailleur reprend le travail pour une durée de moins de 14 jours, alors on va pouvoir considérer l'incapacité de travail du travailleur comme étant toujours ininterrompue. Et donc, pour interrompre cette période de 9 mois, il faut que le travailleur ait repris le travail pour une durée de minimum 14 jours. Alors, cette procédure peut être entamée donc à partir de 9 mois d'incapacité, mais également pour autant qu'aucun trajet de réintégration ne soit en cours concernant le travailleur. Alors, au niveau de la procédure, la demande peut être faite tant de la part du travailleur que de l'employeur par courrier recommandé envoyé au médecin du travail et à l'autre partie, donc en fonction de la personne qui a introduit la demande, au travailleur ou à l'employeur. À la suite de cette demande, le médecin du travail va examiner le travailleur et le cas échéant le poste de travail de ce travailleur. Et cet examen ne peut se faire qu'au plus tôt dans les 10 jours calendriers suivant la réception de la demande du travailleur ou de l'employeur. Alors, à la suite de cet examen du travailleur, le médecin du travail va notifier la constatation qu'il aura faite au niveau concernant le travailleur. Cette notification va être faite au travailleur et à l'employeur dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de la demande d'introduction de la procédure. Alors, si la constatation du médecin du travail consiste à dire que le travailleur est inapte définitivement, cette constatation va devoir également être notifiée au médecin conseil de la mutuelle. Alors, au niveau du travailleur, tout au long de cette procédure qui est spécifique à la force majeure médicale, le travailleur va avoir la possibilité à différents moments de demander un examen relatif au travail adapté ou à un autre travail. Donc, il va pouvoir demander par écrit l'examen d'un travail adapté, d'un autre travail ou d'adaptation au moment de l'examen qui est fait de la part du médecin du travail, ou alors il va également avoir la possibilité d'introduire une telle demande par écrit en déant les 7 jours suivant la réception de la décision de la part du médecin du travail. Alors, à l'issue de cette procédure, on va avoir une force majeure médicale qui va pouvoir être constatée si le travailleur a effectivement été considéré comme étant inapte définitivement à l'exécution du travail convenu et si le travailleur n'a pas fait de demande par rapport à l'examen de possibilités relatives au travail adapté ou à un autre travail. Ou alors, si le travailleur a demandé effectivement l'examen des possibilités d'un travail adapté ou d'un autre travail, mais que l'employeur, après examen approfondi bien évidemment, a rendu un rapport motivé comme expliqué précédemment dans le cadre de ce webinaire, soit si le travailleur a introduit une demande pour un examen des possibilités d'un travail adapté, etc., que l'employeur a bien établi un plan de réintégration, mais que le travailleur a refusé ce plan reprenant le travail adapté et l'autre travail proposé par l'employeur. Alors, il est bien évident que si le travailleur a fait l'objet d'une décision qui ne consiste pas à dire qu'il est définitivement inapte au travail convenu, alors la procédure relative à la force majeure médicale va prendre fin sans suite. Et dans ce cas-là, cette procédure va pouvoir être réintroduite
après 9 mois toujours d'incapacité ininterrompue de travail. Alors, comme vous l'aurez remarqué, cette procédure relative à la force majeure médicale, elle demande un temps d'attente quand même assez important, donc qui est de 9 mois. Et en plus de ça, il y a un accord budgétaire par lequel le gouvernement a décidé que les employeurs devraient verser un montant de 1 800 € au fonds Retour au travail, qui est un fonds qui est constitué au sein de l'INAMI pour chaque cas de force majeure médicale. Alors, une autre nouveauté qui a été introduite par cette même loi de 2022 concerne la dispense pour les travailleurs de produire un certificat médical. Alors, c'est une disposition qui a été introduite dans la loi sur le contrat de travail et cette nouvelle disposition implique que les travailleurs sont dispensés de produire un certificat médical 3 fois par an pour le premier jour de l'incapacité de travail. Alors, même si cette dispense est entrée en vigueur, cette dispense ne dispense pas le travailleur de tenir informé l'employeur de toute incapacité de travail. Bien évidemment, pour des raisons organisationnelles, il est très important pour l'employeur d'être averti immédiatement de toute incapacité de travail. Et donc, cette obligation du travailleur subsiste malgré cette dispense de production de certificat médical. Alors, cette dispense peut également faire l'objet d'une dérogation pour les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs. Pour ce faire, ces entreprises-là peuvent déroger donc à cette dispense par convention collective de travail ou par règlement de travail. Avant de passer à la conclusion de ce webinaire, il est également important de noter que depuis le 1er avril 2023, les employeurs qui mettent au travail un travailleur qui est en invalidité, donc à savoir en incapacité de travail de plus d'1 an, peuvent demander l'octroi d'une prime de reprise du travail. Et donc, c'est une prime qui s'élève à 1 000 €, qui est versée par la mutuelle, qui reçoit en fait ces fonds-là de la part de l'INAMI. Et donc, c'est une prime qui peut être demandée par l'employeur à la mutuelle. Et la loi précise, par contre, que d'autres conditions précises devront encore être fixées par le gouvernement. Alors, en conclusion, vous l'aurez compris, il y a de nombreuses choses qui ont été mises en place au niveau du trajet de réintégration, des nouveautés qui ont été introduites, des modifications qui ont été introduites en 2022. Et donc, nous n'allons pas reprendre évidemment toutes les modifications qui ont été faites vis-à-vis de ce trajet de réintégration, mais sur ce slide, nous reprenons donc un tableau récapitulatif reprenant les différences qu'il y a entre le trajet de réintégration qui avait été mis en place avant les modifications et le trajet de réintégration 2.0, comme on l'appelle, à la suite de la modification de la législation. Voilà, alors notre exposé prend fin sur ce slide. Je vois qu'il y a des questions qui ont été posées par différentes questions qui ont été posées dans le chat, donc on va y répondre et je vais inviter du coup mes collègues Estelle Renard et Evelyne Ancard pour répondre à ces questions. Voilà. Merci Sabrina pour ta présentation. On en arrive aux questions-réponses. On en a reçu quelques-unes. Je laisse Evelyne aborder la première question. Evelyne, oui, vas-y. Alors, la première question, c'était la politique de réintégration collective est-elle un préalable obligatoire à la possibilité de lancer un trajet individuel?
En fait, l'employeur et le travailleur peuvent toujours lancer un trajet de réintégration, même dans le cas où l'employeur n'a pas implémenté une politique collective. Ça a été toujours le cas et ça n'a pas changé avec l'introduction des nouvelles règles. Alors là, il n'y a pas de changement, mais bien évidemment, l'employeur a maintenant l'obligation de mettre en place une politique collective et de se concerter régulièrement avec le CPPT sur les possibilités au niveau collectif. Mais je dirais que le démarrage d'un trajet de réintégration n'est pas forcément lié à l'obligation d'avoir une politique au niveau collectif. Alors, la deuxième question, c'était dans la nouvelle procédure de force majeure, en cas de demande par l'employeur, le travailleur a-t-il l'obligation de se laisser examiner par le conseiller en prévention médecin du travail ou peut-il nier cette demande? Donc, comme vous l'avez expliqué, le conseiller en prévention médecin du travail va inviter plusieurs fois le travailleur à un entretien pour déterminer est-il ou non définitivement inapte. Dans le nouveau schéma de la procédure, ce qui est prévu, c'est si effectivement le travailleur décide de nier ces invitations, le conseiller en prévention médecin du travail n'est pas capable d'évaluer la santé du travailleur, n'est pas capable de se prononcer sur l'inaptitude définitive. Et donc là, la procédure s'arrête et aucune décision ne peut être prise quant à la santé du travailleur. Et puis, je pense qu'on a une dernière question qui est la suivante. Et là, je vais essayer de remettre dans le contexte pour être sûr que nous l'avons bien saisi. Donc, en cas d'absence de délégation syndicale, quel type d'informations faut-il donner au travailleur à ce sujet? Peut-on pas mentionner son droit de faire appel à la délégation syndicale? J'imagine que c'est par rapport, dans le cadre de la force majeure médicale, par rapport au fait qu'il faut informer le travailleur qu'il peut être accompagné à tout moment par un délégué syndical. Si vous n'avez pas de délégation syndicale, je pense que vous pouvez informer tout à fait le travailleur qu'il pourrait éventuellement faire appel à quelqu'un d'externe de l'organisation syndicale même ou se faire accompagner par un autre travailleur. Donc là, il faudrait voir en détail ou un avocat, tout à fait, en détail. Mais bon, si vous n'avez pas de délégation syndicale, informez éventuellement que le travailleur peut se faire accompagner par quelqu'un d'autre, une personne de son choix. Voilà, je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Ouais. On vous remercie encore d'avoir été si nombreux aujourd'hui pour ce séminaire. On vous remercie pour votre attention. Et bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Bonne journée. Au revoir.